Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais procéder à l'analyse fondamentale du groupe Danone. Alors point important comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je tiens à préciser par ailleurs que je suis actionnaire de Danone au sein de mon PEA et que mon analyse peut donc être biaisée. Chacun doit donc faire sa propre analyse et tirer ses propres conclusions. Ainsi, je ne recommande ni l'achat ni la vente du titre Danone. J'illustre simplement dans cette vidéo ma manière d'analyser les fondamentaux d'une entreprise en utilisant les informations réglementées, c'est-à-dire les documents financiers de l'entreprise. Alors, je vais commencer par une petite introduction sur l'analyse fondamentale. Donc l'idée quand on fait une analyse fondamentale, en tout cas c'est ce que je fais moi, c'est de récupérer le rapport annuel le plus récent de l'entreprise, que l'on peut trouver donc en général sur le site internet de l'entreprise, dans la rubrique Relations investisseurs. Ensuite l'idée c'est d'analyser les documents financiers suivants, donc le compte de résultat, income statement en anglais, le bilan ou balance sheet en anglais, et les flux de trésorerie ou tableau des flux de trésorerie, donc le cash flow statement en anglais. Alors l'idée ensuite c'est d'analyser 5 années ou plus de résultats, et on peut faire ça donc soit en récupérant 5 années de rapport annuel de l'entreprise, mais ça peut être un peu chronophage. L'autre possibilité c'est d'utiliser un site comme Yahoo Finance qui regroupe généralement 3 années de résultats financiers, éventuellement un site comme Zone Bourse qui regroupe également 3 années de résultats financiers. Alors on peut également utiliser des données agrégées, par exemple qu'on peut obtenir sur Bloomberg ou sur d'autres bases de données comme celle-ci, si on connaît quelqu'un par exemple qui a accès à ces données. Alors vous verrez que dans cette vidéo je vais utiliser justement des données Bloomberg, puisque j'ai des contacts qui ont accès à ce genre de base de données, donc qui m'ont transmis les données et que je vais donc utiliser dans cette vidéo. Sur d'autres titres, donc dans la série consacrée à l'analyse fondamentale d'une entreprise, il m'arrivera d'utiliser d'autres sources. Alors, petite introduction sur Danone tout d'abord. Donc Danone est une multinationale française fondée en 1919. C'est une entreprise du secteur de la consommation de base, donc Consumer Staples en anglais, donc spécialisée dans l'agroalimentaire. C'est une entreprise avec des marques que l'on connaît bien et que l'on achète tous, et c'est une entreprise qui se divise en 3 segments, à savoir les produits laitiers et d'origine végétale avec des marques comme Danone, Activia, Alpro, Silk ou Danette par exemple, des eaux, donc des eaux en bouteille comme Evian, Volvic, Fonvella, Hayat, donc ça c'est une eau turque, Salus, ça c'est une eau qui vient d'Uruguay, Aqua, donc Aqua je pense que c'est une eau qui vient d'Indonésie, Villa del Sur, une eau argentine et ainsi de suite. D'accord, donc Danone a tout un portefeuille d'eau en bouteille donc réparti à travers le monde. C'est également, donc troisième segment, c'est également de la nutrition médicale et infantile, avec des marques comme Nutrilon, Aptamil, Nutrisson et Neocat. Dernier point important concernant la concurrence, donc on retrouve Nestlé, Unilever, Associated British Foods et Kraft Heinz. Donc l'entreprise rachetée il y a quelques années par Warren Buffett entre autres. Alors, on va regarder rapidement l'histoire boursière de Danone. Donc on voit d'abord que si je regarde le cours de bourse, donc là on a un cours de bourse qui remonte aux années 90, et donc on a un cours de bourse qui présente une hausse régulière avec quelques à-coups. Donc on voit, si je dois tracer une droite de régression sur toute la période, on aurait quelque chose d'assez linéaire comme ceci, avec cependant quelques à-coups. Donc on voit à chaque fois des retracements assez importants. Donc j'en avais parlé dans une vidéo récente d'analyse technique, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Danone a tendance à connaître des à-coups, notamment pendant les récessions ou les crises économiques, comme tous les titres par ailleurs. Et c'est potentiellement à ce moment que le titre peut devenir intéressant.
Donc on observe que le titre donc est actuellement coté au prix de 53 €, environ 53-54 €, pour une capitalisation boursière d'environ 37-38 milliards, avec un ratio cours-bénéfice, donc un PER de 18,2 environ. Alors concernant ce ratio cours-bénéfice, ou ce PER, on voit que Danone se situe au milieu de la concurrence. Donc on a des ratios, j'ai classé les ratios ici, donc les PER dans un ordre décroissant. Et on voit que Nestlé est l'entreprise avec le PER le plus élevé, avec 21 quasiment. Unilever quasiment à 20. Donc on aurait Danone ici avec un PER de 18. Puis ensuite on trouve Associated British Foods avec 16,5. Et Kraft Heinz avec un PER de 15 environ. Alors 2 points pour terminer avec la situation boursière de Danone. On note que le rendement actuellement est de 3,91%. Donc le rendement, c'est-à-dire ce que rapporte le dividende versé, donc c'est-à-dire qu'à ce cours-là, le dividende versé par Danone rapporte environ 4% par an, ce qui est quand même plutôt raisonnable, plutôt correct. Et Danone se situe, donc si je reprends les catégories proposées par Peter Lynch, je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai faite sur Peter Lynch, investir comme Peter Lynch. Voilà, donc une tendance de long terme très régulière, avec des à-coups qui permettent de rentrer sur le titre. Et donc l'idée maintenant, c'est de voir un peu quelle est la situation fondamentale du groupe Danone, et c'est ce que je vais regarder tout de suite. Alors je vais commencer directement sur le site de Danone. Donc je suis sur la page Relations investisseurs de Danone. J'ai tapé dans Google Danone Relations investisseurs. Vous pouvez le taper en anglais Danone Investors Relations. Et vous allez tomber sur cette page. Et donc à partir de cette page, et comme pour toute entreprise cotée en bourse, vous avez accès aux documents réglementés. Alors on va aller chercher ici les comptes consolidés de l'entreprise. Alors éventuellement le rapport annuel, je vais en parler juste après. Donc on y va, publication événements, et ensuite on va chercher les documents réglementés, donc informations réglementées ici. Et vous voyez, on a accès aux comptes consolidés de 2019, donc les derniers comptes consolidés disponibles. Donc je vais ouvrir ce document et on va regarder ça ensemble. Alors, on peut également regarder le rapport annuel. Alors dans le rapport annuel, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de détails. Moi, je ne regarde jamais le rapport annuel. Alors je veux dire, je regarde les chiffres du rapport annuel, mais je ne lis jamais les parties, la lettre du PDG ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui compte, ce sont vraiment les chiffres, et pas forcément le discours et les promesses du management. Voilà. Alors, on va commencer à regarder les comptes consolidés ici de Danone. Donc, on va descendre directement. Donc, on a 3 documents importants qu'on appelle comptes consolidés dans leur ensemble. Ces 3 documents sont, dans un premier temps, donc le compte de résultat. Et vous voyez qu'ici on l'a en français, donc c'est parfait. Donc on a ici, on est sur les comptes consolidés. Ici on a le résultat consolidé. Donc le résultat consolidé, c'est en anglais l'income statement. Alors je passe de l'anglais au français, pourquoi? Parce que j'ai ensuite des données qui sont en anglais, donc c'est pour faire la transition. Donc on a les résultats consolidés. Alors dans les résultats consolidés, donc c'est le compte de résultat, on a le chiffre d'affaires de l'entreprise, donc ici pour 2019 25 milliards d'euros, puisqu'on est en millions d'euros ici, donc 25 milliards d'euros. Le résultat opérationnel, alors c'est celui-ci qui est important, résultat opérationnel 3 milliards 2, puis le résultat avant impôt 2 milliards 8, et enfin le résultat net, ça c'est ce qui nous intéresse, 2 milliards. Vous voyez que donc Danone a généré un résultat net en 2019 de 2 milliards. Alors, on va ensuite descendre voir les autres documents. Donc ensuite, on a un deuxième document important qui est le bilan consolidé. Donc, dans un bilan, on a 2 parties. En fait, ce bilan est divisé en 2 parties, une partie de gauche, une partie de droite. Dans la partie de gauche, on trouve les actifs. Et donc on voit que le total des actifs est de 45,3 milliards. Et dans la partie droite du bilan, on trouve le passif et les capitaux propres. Et alors la somme des passifs et des capitaux propres correspondent à la somme des actifs sur la partie gauche. Donc, partie gauche, total des actifs 45 milliards 3, partie droite,
Total du passif et des capitaux propres, la même chose, 45,3 milliards. Et enfin, on a un troisième document important, qui est le tableau des flux de trésorerie. Donc tableau des flux de trésorerie qui nous permet de savoir un peu quelles sont les entrées de cash et les sorties de cash dans l'entreprise. Alors ce qu'on veut voir ici, c'est dans un premier temps, on veut voir la trésorerie provenant de l'exploitation. D'accord, donc c'est-à-dire que est-ce que le business en fait apporte du cash dans l'entreprise. Ici on voit que le business rapporte 3,4 milliards de cash. Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle trésorerie provenant des opérations d'investissement et de désinvestissement. Donc ça, généralement, on veut voir une somme négative ici. Pourquoi? Parce qu'on veut voir que l'entreprise investit, c'est généralement ce qui se passe d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a une sortie en cash ici de 1 milliard, donc qui correspond aux investissements de l'entreprise. Et enfin, on a une troisième partie qui correspond à la trésorerie affectée aux opérations de financement. Donc ça, c'est la partie financement qui correspond ici à 2,4 milliards. Alors, on voit que la somme est négative ici, donc ça veut dire financement moins 2,4 milliards. Donc il y a 2,4 milliards de cash qui sont partis dans le financement. Ce qui veut dire, en fait, si on cherche un peu ici, vous voyez, financement obligataire remboursé au cours de l'exercice, donc c'est-à-dire dette remboursée au cours de l'exercice, 1,8 milliard, si j'arrondis, 1,9 milliard. Au final, on obtient la variation globale de la trésorerie. Alors je reviens rapidement au niveau du bilan. Ce qui va nous intéresser ici, c'est regarder un peu les goodwill et les marques. Donc on voit par exemple que donc, le goodwill, la survaleur payée lors de précédentes acquisitions est de 18 milliards. Et on voit que les marques correspondent à 6 milliards environ dans le bilan. Ce qui va nous intéresser également, donc là on a vraiment des actifs courants, ça c'est, alors il faut regarder ça au niveau de la liquidité, mais on sait que Danone est bien géré, j'en parlerai tout à l'heure, donc ça pose pas vraiment problème. Dans les actifs courants quand même, si ça c'est important, on a quand même cette partie qui est importante, c'est tout ce qui est disponibilité, ici placement à court terme. Vous voyez, placement à court terme, disponibilité et actifs détenus en vue de leur cession. Donc ça en fait c'est toute la partie cash de Danone. Donc en gros en 2019, Danone possède environ, si je fais 3,6 milliards plus 600 millions, on est à 4,2 milliards comme on le verra, 4,2 milliards, 4,3 milliards de cash. Donc ça c'est le cash disponible, ça c'est très intéressant, très important. Et dans la partie passive, ce qu'on va regarder surtout c'est tout ce qui est dette long terme. Les dettes financières non courantes, et on voit que Danone en 2019 avait 12,9 milliards de dettes financières à long terme. Et on va regarder également les capitaux propres, et donc on voit que les capitaux propres représentent 17,3 milliards en 2019. Voilà, donc ça c'était pour les comptes consolidés, donc version française. Voilà, donc je vais maintenant passer à des données agrégées que j'ai récupérées via un ami sur Bloomberg. Et donc je vais analyser rapidement les trois documents financiers les plus importants, à savoir le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Et ensuite tirer quelques conclusions sur la valeur de l'entreprise. Alors on se retrouve ici sur mon fichier Excel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue les différents documents financiers. Donc ici, ils sont agrégés, ils ont été agrégés par Bloomberg. Donc on a vraiment tous les chiffres pour l'année fiscale 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2019. Et donc au cours de clôture de chaque année. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais passer en revue les trois documents financiers importants, à savoir donc le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. Et on regardera ensuite quelques éléments en termes de profitabilité, quelques points importants, et on regardera aussi les différents taux de croissance, donc pour le chiffre d'affaires et pour les bénéfices entre autres. Et on terminera enfin avec un petit focus sur la qualité du dividende. Alors, on va commencer ici avec l'income statement, donc le compte de résultat. Et donc, on va commencer directement avec le chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on observe ici, tout d'abord, c'est une augmentation régulière du chiffre d'affaires de Danone. Puisqu'on est passé d'un chiffre d'affaires de 12-13 milliards d'euros, puisqu'on est en euros, à un chiffre d'affaires en 2019 de 25 milliards d'euros. Alors ce qu'on voit également, c'est que ce chiffre d'affaires, pendant les crises, ne diminue pas énormément.
Donc par exemple, lors de la crise financière de 2008-2009, on voit que le chiffre d'affaires avait diminué de 1,6%. Ici on est en pourcentage, donc 1,6% de baisse. Et on voit que ce chiffre d'affaires a également diminué en 2014 de moins 0,7%, en 2016 de moins 2,1% et en 2018 de moins 0,6%. Ce qui laisse à penser que lorsqu'on a une crise économique ou lorsqu'on a un ralentissement pour Danone, le chiffre d'affaires de celui-ci ne change pas énormément. Donc d'un point de vue économique, ça voudrait dire que l'élasticité revenu de la demande n'est pas très important pour Danone. Donc c'est-à-dire que les clients qui achètent du Danone ne changent pas réellement leur consommation en cas de crise économique. Donc ça c'est un point important. On note également que le revenu de Danone est en croissance de 6% par an en moyenne sur la période 2008-2019, donc c'est quand même plutôt pas mal, et que ce taux de croissance a légèrement diminué au cours des dernières années puisqu'on est sur un taux de croissance de l'ordre de 4%, j'ai arrondi ici, 4% par an depuis 5 ans. Voilà, donc là on a un taux de croissance du revenu qui est donc du chiffre d'affaires qui est qui est en augmentation, mais un peu inférieur à ce qu'il était auparavant, et c'est logique puisque l'entreprise grossit. Alors, on a un coût des revenus d'environ 10 milliards d'euros en moyenne. Alors ici j'ai mis des moyennes, donc la moyenne du chiffre d'affaires sur toute la période ici. Alors je commence en 2008 parce qu'on a des chiffres un peu étranges pour l'année 2007 parfois, donc j'ai décalé, j'ai commencé en 2008. Alors on voit que donc on a un revenu, donc un chiffre d'affaires de 20 milliards 7, un coût des revenus, donc un coût du chiffre d'affaires de 10 milliards 3, et au final on voit qu'on a une marge brute donc qui correspond ici à 10 milliards 4, soit une marge brute de 50%. Alors toute marge brute supérieure à 40% présente en fait symbolise un avantage compétitif durable. Ce qui veut dire que avec une marge brute de 50%, Danone possède un avantage compétitif durable. C'est-à-dire qu'a priori, les profits de l'entreprise et la croissance de l'entreprise devraient continuer à perdurer dans le temps. Ça, c'est un point important. Alors, deuxième aspect, si on descend un peu dans le compte de résultats ici, on voit ensuite que la partie vente, marketing, coûts administratifs, donc salaire, etc., est de l'ordre de 7 milliards, ce qui représente environ 69% des bénéfices bruts. Donc c'est important et c'est assez logique pour ce genre d'entreprise. Plus important, ce qu'on observe, c'est que toute la partie SG&A, donc Selling, General and Administration Costs, donc cette partie-là, est stable au cours du temps. Puisqu'en fait, quand on compare, je me suis amusé à le comparer, mais quand on compare le taux de croissance ici, donc pour toute cette partie et le taux de croissance ici, les deux évoluent au diapason. Alors en moyenne, on a des années un peu plus fortes que d'autres, mais en moyenne, les deux évoluent au diapason au cours du temps. Donc ça, c'est un point important. On note également que au niveau de la R&D, on a des coûts de R&D extrêmement faibles, donc 280 millions d'euros, ce qui représente 2,7%, donc 2,7% du gross profit, donc des bénéfices bruts. Et ce qui veut dire que Danone n'est pas dépendant de sa R&D. Ce qui est une information extrêmement importante puisque ça veut dire que elle n'est pas dépendante d'un brevet en particulier, par exemple. Alors ensuite on va descendre sur le bénéfice opérationnel. On voit que celui-ci est de 2,9 milliards, quasiment 3 milliards. Et ce qui nous donne une marge opérationnelle d'environ 14%, ce qui est tout à fait honorable. On voit également que le taux de croissance, donc ici j'ai mesuré le taux de croissance sur la période 2015-2019, donc 5 ans. Le taux de croissance de ce bénéfice opérationnel est de l'ordre de 9% par an, ce qui pour moi représente également un avantage compétitif de Danone. Alors si on s'intéresse ici aux intérêts nets, on voit que ceci représente 5,7% des bénéfices opérationnels, ce qui est extrêmement faible. Et donc j'ai marqué ici excellent, parce que ça veut dire qu'en fait Danone rembourse, donc chaque année Danone paye ou rembourse sa dette à un coût extrêmement faible. D'accord, elle n'est pas étranglée par la dette qu'elle doit rembourser chaque année, malgré le fait qu'elle ait, comme on l'a vu, 12,9 milliards de dettes. Alors, ça veut dire également qu'elle emprunte à un taux très bas, et je vais en parler ensuite.
Donc là également, on voit que Danone présente un avantage compétitif durable. Alors je continue à descendre, donc on voit ici, j'avais noté ici, que Danone en fait, et j'ai regardé ça un peu dans la presse pour voir un peu ce qui s'était passé, j'ai vu que Danone avait émis des obligations récemment à un taux inférieur à 1%. Et elle a réussi à lever comme ça 800 millions d'euros, ce qui veut dire que Danone sur le marché du crédit est une des meilleures marques du monde, l'une des meilleures entreprises. Elle est capable d'emprunter à un taux qui correspond à celui d'un État. Donc ça pour moi c'est gage de qualité pour une entreprise. Alors on va continuer ici, on va descendre, on voit que Danone ne vend pas souvent de ses actifs, alors elle en vend quelque peu mais ça ne représente pas une part importante du résultat net au final, hein. Donc ça c'est un bon point, ça veut dire qu'elle ne gagne pas de l'argent en vendant ses actifs mais plutôt grâce à ses opérations et donc à son core business, donc ça c'est un très bon point. Alors si on descend ici sur le bénéfice net de Danone, on voit qu'elle a généré sur toute la période un bénéfice net d'1,8 milliard. Et donc ce bénéfice permet à Danone d'avoir ici donc une marge nette de 8,7%. Alors cette marge nette est tout à fait correcte. Pour autant, pour ce genre d'entreprise, on pourrait espérer une marge nette supérieure à 10%, donc à voir si dans le temps Danone est capable d'augmenter sa marge nette. Alors, autre point important, le taux de croissance des bénéfices, vous voyez ici, et ça c'est un point important, ce taux de croissance, donc ici j'ai pris les 5 dernières années, ce taux de croissance est de 12,2%. Alors ce qui veut dire, vous voyez, je l'ai marqué ici, que si on suit un peu la stratégie de Peter Lynch, l'idée ce serait d'acheter ce genre de valeur, alors pendant une récession ou pendant un bear market notamment, avec un ratio court-bénéfice d'environ 12. Donc 12, 12,1, 12,2. Mais un ratio court-bénéfice qui correspond maximum au taux de croissance des bénéfices sur les dernières années. Alors le ratio court-bénéfice ou le PER est actuellement à 18. On peut espérer, bien sûr, si le marché continue à baisser, donc si on rentre vraiment dans une récession par exemple, que le ratio court-bénéfice sur Danone descende, alors peut-être pas à 12, mais peut-être sur des niveaux de 14, 15, ça c'est tout à fait possible. Alors, on va continuer un peu et on regarde ici, donc au niveau des earnings per share, donc bénéfices par action, on voit que ceux-ci sont assez stables sur la période, ce qui veut dire qu'on est quand même dans un secteur, donc certaines entreprises ont des avantages compétitifs, pour autant on reste dans un secteur qui est quand même relativement compétitif, hein, puisqu'on a vu qu'on a des concurrents assez importants d'un point de vue international, comme Nestlé, comme Associated British Foods ou comme Unilever. Alors on va descendre encore un peu. Alors on voit ici, là c'est une information importante, c'est le dividende par action. Et donc on voit que le dividende par action depuis 2007 n'a fait qu'augmenter ou dans le pire des cas est resté plat. Donc on voit qu'en 2007 le dividende par action était de 1,04 euros, puis 1,13, 1,20, 1,30, 1,39, 1,45. Ici on s'est stabilisé pendant 2 ans, 1,50, 1,60, 1,70, 1,90, 1,94 et 2,10 euros qui est le dividende prévu cette année. Et donc on a un taux de croissance du dividende sur toute la période, donc en occultant l'année 2007, de 6,1%, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si on regarde juste les dernières années, on voit que le taux de croissance du dividende est de 7%, ce qui est extrêmement bien. Donc on retiendra qu'on a 17 hausses de dividendes consécutives, en réalité 17 plus une stagnation au milieu, mais c'est comme si on avait 17 hausses consécutives. Donc de ce point de vue-là, Danone est plutôt irréprochable. Donc ça c'était pour le compte de résultat. Ce qu'on retiendra sur le compte de résultat, c'est que Danone fait un bénéfice net, donc positif chaque année. Alors ici on a une valeur un peu particulière et c'est pour ça que je n'ai pas pris en compte cette année, puisque je n'explique pas ici la présence de ce résultat net extrêmement important. Mais on voit que depuis 2008, le résultat net de Danone est quasiment en augmentation chaque année. Alors chaque année où on va dire que la tendance est plutôt à l'augmentation. Et on est maintenant sur un bénéfice net d'environ 2 milliards d'euros par an, ce qui est quand même très important.
Alors on va maintenant passer au bilan. Donc le bilan, ici on a des informations standardisées, hein, ce sont les informations de Bloomberg. Alors au niveau du bilan, j'ai fait la même chose, j'ai surligné les informations essentielles à mes yeux. Alors si on regarde un peu le cash, les équivalents cash et les investissements à court terme, donc short-term investments, on voit qu'en fait ceux-ci augmentent aussi de manière extrêmement régulière. Alors on observe un pic en 2016 et c'est normal puisqu'en fait, je l'ai noté ici, en 2016, en fait Danone a acquis la société WhiteWave aux États-Unis pour 12,5 milliards de dollars. Donc WhiteWave spécialisé dans les produits bio, notamment aux États-Unis. Donc forcément ici on a une valeur de 13 milliards 6. On a une position en cash de 13 milliards 6. Et si on descend un peu plus bas, si on descend, donc si je vais regarder ici dans le tableau des flux de trésorerie et que je vais regarder ici au niveau des acquisitions, on voit ici que donc en 2016, Danone a payé 10,9 milliards, donc probablement plus des actions en échange. J'ai pas vérifié, mais ce sera vérifié. Voilà. Et si je descends ici également, je peux voir ici que Danone a financé cette acquisition avec de la dette. Alors je reviendrai un peu sur la partie dette ensuite. Donc si je prends les cash equivalents et short-term investments, donc la position cash de Danone, on voit que l'entreprise a environ 4,2 milliards de cash actuellement, soit 11,3% de la capitalisation boursière actuelle, ce qui est tout à fait correct. Alors j'ai noté ici que l'entreprise possède à mes yeux suffisamment de cash pour faire face à la fermeture du marché du crédit dans les mois à venir ou éventuellement pendant 2 ans en cas de grave crise économique, hein, ce qui pourrait se produire si jamais la crise sanitaire en cours venait à perdurer. Alors on voit également que les stocks ici évoluent de manière assez linéaire. Donc ça, a priori, ça ne pose pas problème. Si on descend plus bas, donc dans le bilan, on voit que Danone possède environ, donc en 2019, 14,8 milliards de propriétés, d'usines et d'équipements. Donc quand même quelques actifs. On voit également qu'elle possède quelques investissements à long terme. Donc ici, ce sont certainement les valeurs des filiales qui sont enregistrées au coût d'investissement. Et donc potentiellement ici, on a de la valeur qui n'est pas prise en compte au niveau du bilan. Donc ça pourrait être une valeur supplémentaire qui n'est pas forcément prise en compte ici. Puisque si les actifs étaient réévalués à leur prix de marché, potentiellement on pourrait avoir une valeur plus importante ici, mais bien entendu je n'en sais rien, donc c'est juste des hypothèses. Ensuite on va regarder un peu les actifs. Alors on voit que Danone a beaucoup d'actifs intangibles, et donc les actifs intangibles, hein, ça va être les brevets, les marques, etc. Donc la plupart des actifs sont des marques, enfin la plupart non, la plupart sont des goodwill, donc des survaleurs, c'est-à-dire que c'est la valeur que Danone a payée en plus lorsqu'elle a procédé à des acquisitions. Donc on voit que Danone est un groupe qui procède régulièrement à des acquisitions, et je vais y revenir. Donc il y a environ, on le voit ici, pour 18 milliards de goodwill, et ici il y a environ pour 6 milliards à 7 milliards de marques. Alors ça, c'est ce qui était enregistré au bilan de Danone. Moi je suis allé chercher un petit peu sur internet, et donc ce que j'ai vu ici, je vais vous le montrer, c'est qu'en fait sur plusieurs sites internet, dont Interbrand, qui évalue un peu les entreprises, la valeur de la marque. Ici, ce qu'on peut voir en fait, c'est que Interbrand valorise la marque Danone à hauteur de 9 milliards d'euros. Donc, vous voyez, en fait, au niveau du bilan, la valeur est enregistrée aux alentours de 7 milliards d'euros, alors que certains experts valorisent Danone aux alentours, et donc même à des valeurs légèrement supérieures à 9 milliards d'euros. Donc là aussi, potentiellement, au niveau du bilan, on a des valorisations qui sont sous-estimées. Voilà, donc ça c'était pour la partie goodwill. Donc voilà, Danone est dans un business dans lequel on a beaucoup de goodwill, donc des survaleurs au moment des acquisitions, et un business model ou un type de business dans lequel la valeur des marques compte énormément. Alors on va continuer à descendre dans le bilan.
On voit que la dette long terme de Danone évolue de manière assez régulière. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, Danone procède à des acquisitions régulièrement. Donc par exemple ici en 2008, Danone lève de la dette, 11,4 milliards de dettes, pour faire une acquisition, puis rembourse sa dette, si bien que la dette, vous voyez, redescend à 6 milliards, 6 milliards 7 milliards, donc elle fait des acquisitions, elle lève de la dette, et puis on arrive en 2016, elle fait l'acquisition de WhiteWave, elle lève de la dette sur le marché, on a vu qu'elle empruntait à un taux parfois inférieur à 1%, donc elle emprunte quasiment comme un pays souverain, donc une dette extrêmement sûre, donc le marché lui fait confiance, elle peut faire des acquisitions, donc ici pour 18,7 milliards, donc elle a 18,7 milliards de dettes, donc c'est-à-dire environ 11 milliards de dettes de plus qu'elle avait l'année d'avant, elle procède à l'acquisition, et une fois qu'elle a procédé à l'acquisition, qu'elle a procédé aux synergies par exemple, elle génère davantage de cash flow, enfin davantage, au moins autant de cash flow, et elle rembourse sa dette, vous voyez. Donc en fait elle rembourse sa dette, elle augmente sa dette pour procéder à une acquisition, puis elle rembourse. Et quand sa dette devient trop basse, et donc a priori quand je regarde l'historique, quand sa dette revient aux alentours de 6-8 milliards, l'idée c'est que Danone procède à nouveau à une acquisition. Alors je vais en parler juste après. Pourquoi elle fait ça? Probablement parce que en fait Danone est une cash machine, et donc comme c'est une cash machine, l'idée c'est d'être endetté pour éviter éventuellement une OPA, mais je vais en parler ensuite. Donc on voit ici donc elle a fait l'acquisition de WhiteWave en 2016, et donc ensuite vous voyez elle rembourse sa dette, donc elle fait diminuer sa dette de l'ordre de 17% en 2017, puis de 8% et de 10%. Donc vous voyez, elle a remboursé en moyenne quasiment 12% de sa dette par an sur les 3 dernières années. Donc la dette est en baisse depuis 3 ans, ce qui veut dire qu'en fait Danone a largement les moyens de procéder à des acquisitions en levant de la dette, et elle rembourse également rapidement ses dettes. Alors on va continuer à descendre dans le bilan. On voit ici que Danone n'a pas d'action préférentielle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai mis ici parfait, ce qui veut dire qu'elle possède vraiment un avantage compétitif durable. Elle n'a pas besoin d'émettre des actions préférentielles ou des actions hybrides, et donc ce qui veut dire qu'en fait elle est absolument pas en difficulté, et elle peut compter sur elle-même tranquillement. Alors, on va terminer ici. Elle a un peu de treasury stock ici, donc des actions en réserve. Ça c'est bien. Et elle a ici donc ça ici, elle a des retained earnings, donc des résultats mis en réserve, et on voit qu'elle en a pour 15,7 milliards. Donc ça c'est l'accumulation de tous les résultats mis en réserve au cours des années. Et donc ça veut dire qu'en fait Danone est extrêmement rentable, et comme on le voit, ce chiffre augmente chaque année, ce qui veut dire que chaque année, Danone met des résultats en réserve. D'accord? Donc Danone fait des profits d'année en année et met ses résultats en réserve, ce qui veut dire que c'est une entreprise très profitable, comme je l'ai mis ici, et c'est très rassurant pour les créditeurs, ce qui explique aussi pourquoi elle est capable de lever des fonds à un taux inférieur à 1%. Alors on voit que ces retained earnings augmentent de l'ordre de 7% par an, ce qui est très bien, et on voit que la valeur de ces retained earnings est de l'ordre de 25 € par action. Ok, on va regarder ensuite le nombre d'actions en circulation. Alors on voit que ce nombre d'actions a légèrement augmenté au cours des années, ça c'est un peu moins bien, puisqu'elle a augmenté de 19% sur la période environ. Voilà. Et donc on a une augmentation du nombre d'actions, et on peut penser qu'en fait cette augmentation est due au fait que certains membres du management, donc de l'entreprise, sont rémunérés via des stock options, mais il faudrait creuser un peu plus le sujet. Alors ensuite on va regarder ici le ratio net debt sur equity, donc dette nette sur capitaux propres. Alors encore une fois c'est pareil, on observe ici quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que de temps en temps on a un ratio qui dépasse les 100%, et là j'ai mis ça en rouge pour dire il y a une petite alerte, mais très rapidement ce ratio redescend. Et donc a priori à chaque fois que Danone fait une acquisition, ce ratio remonte, et en fait l'entreprise est tellement profitable que ce ratio redescend très rapidement par la suite. Vous voyez, donc en 2016 elle fait l'acquisition de WhiteWave. L'année d'après, ce ratio augmente à 105%,
Et puis très rapidement, il descend à 77%, puis à 75%. Et donc il n'y a rien d'inquiétant ici, tout se passe parfaitement bien. Alors on voit également que on le voit ici, hein, que Danone est une entreprise essentiellement composée d'actifs intangibles, comme toutes les entreprises du secteur agroalimentaire. Et que si on devait donc valoriser l'entreprise via ses actifs, et notamment via ses actifs tangibles, on tomberait sur des valeurs négatives. Donc on ne peut pas valoriser la société via ses actifs tangibles. Je l'ai fait ici, vous voyez, on obtient une valeur négative, ce qui n'a aucun sens. Alors on voit également que le nombre d'employés chez Danone est passé de 76 000 en 2007 à 102 000 en 2019. Et donc sur la période 2018-2019, le nombre d'employés a augmenté de 28%. Ce qui signale juste le fait que Danone procède à des acquisitions et augmente de taille chaque année. Alors si on regarde la dette long terme nette, c'est-à-dire que si je prends la dette long terme de Danone et que je soustrais la position cash et les équivalents cash, alors on arrive à une dette nette, et donc on voit que c'est pareil, que cette dette nette augmente lorsque Danone procède à des acquisitions, puis diminue rapidement. Au final, aujourd'hui, Danone a 8,6 milliards de dette nette, dette long terme nette, ce qui veut dire qu'en fait l'entreprise, en se basant sur les résultats nets actuels, n'aurait besoin que de 4 années environ pour rembourser l'ensemble de sa dette, ce qui est totalement raisonnable. Alors, on va regarder les flux de trésorerie rapidement, donc je vais remonter un peu ici. Au niveau des flux de trésorerie, on voit que les dépréciations et amortisations sont de l'ordre de 1,3 milliard, donc 800 millions en moyenne, ce qui est plutôt très bon. Pourquoi c'est très bon? Parce que ça ne représente que 11% environ du résultat brut pour Danone, ce qui veut également dire que l'entreprise, en fait, a tellement des produits qui n'ont pas besoin d'être modifiés, et des usines qui n'ont pas besoin d'être remplacées, des chaînes de production qui n'ont pas besoin d'être remplacées, parce qu'elle a vraiment des produits qui restent à peu près les mêmes d'année en année, qu'elle n'a pas énormément besoin de réinvestir. Et donc l'entreprise n'a pas forcément besoin de réinvestir d'année en année dans l'outil de production. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, on va ensuite regarder les différents pôles de ce tableau de flux de trésorerie. Donc d'abord, le cash flow opérationnel, donc on voit qu'il est de l'ordre de 2,5 milliards, donc ça c'est très bien, avec un taux de croissance sur 10 ans de 7% et un taux de croissance sur les 5 dernières années de 9,5%, ce qui est vraiment excellent. Ensuite, on va regarder ici, donc dans la partie cash flow financier, on voit que la part des dividendes payés représente 36% du cash flow opérationnel, ce qui est totalement correct. On voit également que le cash donc, qui est utilisé pour le repaiement des dettes est de l'ordre de 45% du cash flow opérationnel, donc c'est également extrêmement raisonnable. On voit également, donc ici vous voyez, c'est pareil, hein, vous voyez le chiffre est positif ici, donc 2007 Danone s'endette, et puis l'année d'après elle rembourse ses dettes. Vous voyez, ça c'est très bien. Elle s'endette à nouveau, elle rembourse ses dettes, elle s'endette, elle rembourse, elle s'endette, elle rembourse, elle rembourse. Vous voyez, donc il y a vraiment, on a l'impression que Danone en fait cherche des opportunités, et quand elle les trouve, elle n'hésite pas à investir, en sachant que de toute façon elle a un savoir-faire dans ses acquisitions, elle maîtrise très bien ses acquisitions et sa croissance externe, et donc elle est en mesure de rembourser ses dettes ensuite assez rapidement. Voilà, donc on voit d'ailleurs que Danone a remboursé ses dettes, vous voyez, à hauteur de 242 millions en 2017, 1,8 milliard en 2018 et 1,9 milliard en 2019. Alors, on voit également que Danone procède parfois, donc ici, donc elle émet des actions, donc ça je pense que ça correspond à des stock options, c'est-à-dire qu'elle rémunère ses salariés ou son management via des stock options. Et vous voyez qu'on a en moyenne 80 millions de stock options, à mon avis, par an, sur les 10 dernières années. Parfois, elle procède à des rachats d'actions, comme ici, puisqu'on a un chiffre négatif. Voilà, mais c'est pas systématique. Donc, si Danone a quelque chose à améliorer, ce serait peut-être ici, à ce niveau, au niveau du rachat d'actions. Disons que Danone est plus orienté dividende que rachat d'actions. Alors, pour terminer ici,
On va descendre ici. On voit que là, donc on a les sommes nettes payées pour les acquisitions. Donc on voit qu'il y a la grosse acquisition de WhiteWave en 2016. Ce qu'on note ici, je l'ai noté, c'est que l'endettement est élevé et probablement pour éviter une OPA. Donc c'est-à-dire que comme Danone est une cash machine, elle s'endette régulièrement pour pouvoir faire en sorte d'être suffisamment endettée pour moins intéresser, on va dire, une entreprise concurrente qui aimerait la racheter. Alors, on va continuer ici au niveau du free cash flow, qui est quand même un des éléments les plus importants. Le free cash flow, on voit que celui-ci est toujours positif et surtout en croissance. D'accord? Donc on voit ici que le free cash flow est désormais d'environ 2,5 milliards, ce qui est totalement énorme. On voit qu'en moyenne sur la période, il est d'1,6 milliard, pardon. Donc le free cash flow, ou en français le cash flow libre, est totalement positif depuis 32 ans et sans interruption. Et ça, j'ai vérifié donc sur les données qui remontent 32 ans en arrière, et donc c'est totalement impressionnant. Et donc on a une hausse du free cash flow de 10% par an en moyenne sur les 10 dernières années. On note également une augmentation de 15,7% de ce free cash flow sur les 5 dernières années, ce qui est extrêmement impressionnant. Donc augmentation du cash flow libre d'année en année, donc ça c'est un très très bon point. Et on voit également que le free cash flow to equity, donc ça c'est plutôt le potentiel de dividende que pourrait payer l'entreprise. Alors on voit que en fait il est en moyenne de 2,2 milliards, ce qui est pareil, ce qui est totalement énorme. Si je prends les 3 dernières années, ce potentiel de dividende est de 800 millions d'euros. Et ce qui fait que quand je compare la moyenne du potentiel de dividende, donc du free cash flow to equity, et que je le compare aux dividendes réellement versés sur les 3 dernières années, on voit qu'on a un surplus ici de 183 millions d'euros, ce qui veut dire que le free cash flow to equity est supérieur aux dividendes payés, et ce qui veut dire qu'on a bien la preuve que Danone est capable d'accumuler du cash année après année. Mon bilan là-dessus, c'est qu'en fait, les chiffres de Danone sont excellents, tant au niveau du compte de résultat, que du bilan, que des flux de trésorerie, avec un cash flow, un free cash flow, donc un cash flow libre, en croissance d'année en année. Et ça, c'est très important. Et notamment en croissance de quasiment 16% au cours des 5 dernières années. Donc voilà, très bon résultat financier pour Danone, qui a su montrer au cours des années qu'elle est capable de faire des acquisitions et de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires. Alors on va maintenant s'intéresser à la profitabilité de l'entreprise rapidement. Donc au niveau du Return on Common Equity, donc du ROE, on voit que la rentabilité des capitaux propres est de 13% en moyenne. Donc alors ici j'ai juste fait la moyenne, j'ai pas regardé en détail ici. Si on regarde les dernières années, voyez, on est entre 17 et 11%. Donc environ à 13-14% de moyenne, ce qui est vraiment très bon. Donc la rentabilité des capitaux propres représente le rapport entre le résultat net et les capitaux investis par les actionnaires, mais évidemment il ne tient pas compte de la manière dont l'entreprise se finance. Donc il ne tient pas compte du fait que l'entreprise se finance en partie avec de la dette. Alors le return on assets, il est plutôt bon. Pourquoi? Parce qu'il est pas trop élevé, ce qui veut dire qu'en fait, comme il est pas trop élevé, ça veut dire qu'en fait on a une sorte de barrière à l'entrée, c'est-à-dire que si des concurrents souhaitaient venir concurrencer Danone, il faudrait quand même qu'ils apportent pas mal de capital pour pouvoir concurrencer Danone, en sachant qu'on a également d'autres très gros concurrents sur le marché agroalimentaire. Alors ensuite, donc on a dit la marge brute environ 50%, excellent, ça veut dire que Danone a un avantage compétitif durable. La marge avant impôt, donc environ autour de 11%, ce qui est plutôt pas mal. Et la marge nette environ à 8%. Alors là, je pense que Danone aurait moyen de faire légèrement mieux, peut-être à terme d'avoir une marge nette supérieure à 10%. Alors au niveau du dividend payout ratio, donc de la part de dividende par rapport au revenu, donc au résultat net, on voit que ce dividend payout ratio, donc vous voyez, en moyenne est de 60%, ce qui veut dire que le dividende de Danone est totalement solide. On voit cependant que de temps en temps le payout ratio augmente aux alentours de 75-80%, et donc là ça signale un danger potentiel. En tout cas, à chaque fois que c'est le cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait,
ce ratio diminue en fait très rapidement dans les années qui suivent, et on a l'impression vraiment que Danone est capable de gérer en fait aussi bien sa croissance que la façon dont elle verse ses dividendes au fur et à mesure des années. Donc en termes de profitabilité, très belle entreprise, extrêmement bien gérée. C'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, de ces résultats. Alors je vais regarder ici un petit focus ici sur quelques points importants. En termes de capitalisation boursière, on voit que le point bas, donc en fin d'année, c'est les capitalisations boursières de fin d'année, a été obtenu donc en fin 2008, donc pendant la crise financière de 2008-2009. Danone était capitalisé à hauteur de 22 milliards d'euros. Et on voit que le plus haut a été atteint en 2019 avec une capitalisation boursière de quasiment 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Danone est d'environ 37 milliards d'euros, ce qui veut dire que on est à une capitalisation boursière qui a baissé d'environ 35% par rapport à ses plus hauts. Voilà, donc que rajouter ici? Ça on en a parlé, donc la marge brute, avantage compétitif durable, ce qui veut dire que Danone a un pricing power important, qu'elle est capable de préserver des prix élevés pour ses produits, parce qu'elle a des clients qui sont demandeurs de ses produits. Elle a un free cash flow qui est extrêmement impressionnant au cours des années et extrêmement important ici. Et il ne faut pas occulter le fait que en fait Danone procède à des acquisitions régulières et que donc si à un moment elle arrêtait de faire des acquisitions, son free cash flow serait encore plus important. Au détriment bien entendu d'une croissance future moindre. On est d'accord. Alors en termes de croissance, tout simplement, on observe une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 6% sur la période 2008-2019, ce qui est tout à fait correct. On observe un ralentissement de la croissance par contre du chiffre d'affaires au cours des dernières années. Si je prends la période 2015-2019, donc ça ce sera à suivre. Petit ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires. Au niveau des revenus opérationnels, on voit une augmentation de la croissance des revenus opérationnels, puisque ceux-ci sont de l'ordre de 11% au cours des 5 dernières années contre 7% au cours des 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on voit encore que Voilà, le reste j'en ai parlé. Le dividende par action, c'est pareil. Le taux de croissance du dividende par action est de l'ordre de 7% sur les 5 dernières années contre 6% sur la période des 10 ans. Donc ça laisse penser que Danone est en train d'augmenter son dividende par action. Et comme on l'a vu, elle a les moyens de le faire parce qu'elle a un free cash flow extrêmement important. Donc ça c'est pour la partie croissance. Alors ici, si on regarde la croissance ici du résultat net par rapport au common equity, donc par rapport aux capitaux propres, on voit que selon la façon dont Bloomberg ajuste ses résultats ou standardise ses données, ici on voit que le taux de croissance du résultat net, donc des bénéfices, est de l'ordre de 13,8%. Ce qui veut dire que le PER idéal pour Peter Lynch se situerait aux alentours de 13,8% ou en dessous. Alors au niveau du crédit, on a vu que Danone empruntait un taux de crédit extrêmement faible, comme un gouvernement, comme un État souverain. Au niveau de la dette long terme par rapport aux capitaux propres, on voit encore une fois que lorsqu'elle fait des acquisitions, ce ratio dépasse les 100%, mais revient très rapidement en dessous des 100%. Ici, nouvelle acquisition en 2016. On passe les 100%, puis on revient en dessous des 100%. Donc, croissance externe extrêmement bien gérée. Et quand on prend la dette totale et non plus la dette long terme, c'est la même chose. Donc, on passe au-dessus des 100% au moment des acquisitions. Et puis, très rapidement, on redescend. Donc, pareil ici en 2016, puis on redescend en dessous de 100%. Voilà, donc entreprise extrêmement bien gérée. Au niveau de la liquidité, donc là on a un ratio de liquidité, donc le current ratio qui est autour de 0,90, donc tout à fait normal pour ce genre d'entreprise. Voilà, le reste j'en ai parlé, tout est bien. On va terminer ici avec le dividende. Donc comme je l'ai dit précédemment, on a un dividende par action qui augmente chaque année, donc on le voit ici. Dividende par action qui augmente chaque année. On voit que le dividende anticipé pour 2020 est de l'ordre de 2,20 €. Donc le dividende cette année serait de 2,10 € et éventuellement celui de l'année prochaine pourrait être de l'ordre de 2,20 €. Bien entendu, il faudra voir si la crise sanitaire n'a pas un impact sur les résultats de Danone. Voilà, donc ça c'est un point important qui pourrait quand même être impacté puisque
Elle a un marché important en Chine et donc elle pourrait être impactée notamment en Chine. Donc ce sera à suivre. Ce sera à suivre. Le reste, j'en ai parlé. Le payout ratio, j'en ai parlé. On a dit qu'effectivement, de temps en temps, ça augmente. Ça, on arrive dans des zones qui sont des zones où on a un warning, où on a un signal. Donc en général, quand on dépasse 75% du résultat net qui est versé en dividende, on commence à faire attention. Mais à chaque fois que ça arrive en fait chez Danone, rapidement en fait ce ratio revient dans des zones tout à fait normales. Enfin, on notera que Danone est un dividende aristocrate, donc c'est-à-dire que comme on l'a vu depuis 17 ans, elle a augmenté son dividende chaque année, sauf une année où elle a maintenu un dividende, mais on peut considérer dans l'esprit que c'est un dividende aristocrate. Voilà. Ça c'est mon avis bien entendu. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir rapidement sur l'analyse technique de la valeur, et puis je conclurai rapidement. Alors, on va terminer cette vidéo en regardant rapidement la situation technique de Danone. Ce qu'on peut voir, c'est que Danone a cassé ici une ligne de support dans cette zone des 60 €, que potentiellement le cours se trouve dans une zone de support long terme. On le voit ici, on a un canal haussier en vert avec une zone où on trouve souvent des acheteurs. Et donc, on a expliqué, donc je vous renverrai, je mettrai le lien en haut à droite ici, vers l'analyse technique du groupe Danone. Donc potentiellement deux possibilités, soit le cours se reprend ici et revient chercher sa zone à hauteur des 60 € environ, avec en cas de forte reprise haussière, on aurait potentiellement une résistance ici dans la zone des 68 €. Autre possibilité, le cours va chercher son support, donc le report du support ici, et un objectif qui correspond au plus haut de l'année 2001 environ. Donc on retrouverait un cours potentiellement dans la zone des 39 €. Donc l'idée que j'ai sur le titre, puisqu'ici on a une divergence baissière, comme je l'avais signalé dans la vidéo, on a une divergence baissière au niveau du RSI 14 périodes, donc forte correction, donc entraînée également dans la chute par la chute du marché boursier dans son ensemble. Donc d'un point de vue technique, le titre devient intéressant dans la zone comprise entre 39 et 60 € environ. Alors, petit commentaire ici, Peter Lynch privilégie l'achat d'un stalwart lorsque le titre est exceptionnellement sous-valorisé. Alors, cette sous-valorisation peut être reflétée soit d'un point de vue technique, donc au niveau du prix, mais le plus souvent d'un point de vue fondamental, elle sera reflétée par le niveau du PER, ou du ratio cours-bénéfice. Alors pour Peter Lynch, en fait, ce genre d'entreprise s'achète lorsque le PER est inférieur au taux de croissance des bénéfices. Et comme on l'a vu dans l'analyse que j'ai proposée, donc juste avant, les bénéfices du groupe Danone, donc la croissance des bénéfices de Danone se situe entre 12,2 et 13,8 en fonction du taux de croissance des bénéfices que l'on utilise. Donc pour Peter Lynch, l'idée est d'acquérir ce genre de titre lorsque le PER est inférieur au taux de croissance des bénéfices. Alors on peut opposer un peu ce que dit Peter Lynch à ce que dit Warren Buffett, parce que Warren Buffett de son côté, lui, n'hésite pas à payer un peu plus cher une valeur comme ça donc de croissance moyenne, ayant de très bons fondamentaux, ayant un avantage compétitif. Et donc l'idée ici, c'est qu'en suivant Warren Buffett, on pourrait être prêt à payer Danone à un PER de 15. Voilà, donc il faudrait voir un peu ce que ça donne, mais je pense qu'un PER de 15 sur la valeur, on est à 18,20 aujourd'hui, pour un cours de 53 €. Si le groupe Danone parvenait à maintenir ses profits en 2020, alors ce qui n'est pas encore fait, et si le titre venait à baisser dans cette zone des 39 €, on se retrouverait sur un PER compris entre 12 et 15 probablement. Voilà, donc valeur très intéressante. Bien entendu, ceci constitue une analyse qui est personnelle et que je partage. Et donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo pour qu'on puisse discuter. Ce n'est en rien une recommandation d'achat ou de vente du titre, c'est vraiment une analyse personnelle et je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker sous la vidéo en mettant un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.